Les maths. Nous allons commencer par les asymptotes. Alors d'abord, l'asymptote verticale. Il faut des bornes finies pour avoir une asymptote verticale. Par exemple, la limite de x qui tend vers a de f de x égale plus ou moins l'infini, alors l'asymptote verticale égale x égale a. L'asymptote horizontale, c'est la limite quand x tend vers plus ou moins l'infini de f de x, qui est égal b. Ça doit donner une valeur finie. Donc ça fait que l'asymptote verticale égale y égale b. Exemple, quand la limite, là on parle toujours dans les asymptotes horizontales, de x est plus ou moins l'infini, de x au carré moins 3x plus 2 sur moins x carré plus x moins 4, qui est égal à 1. Donc l'asymptote horizontale égale y égale 1. Donc si on fait une division euclidienne de ça, on arrive à moins 2x moins 2, et la réponse est 1, le moins 2x moins 2 et le reste. Donc on peut réécrire ça sous f de x égale 1 plus moins 2x moins 2 sur moins x carré plus x moins 4. Donc en haut il y a le reste, et en bas il y a toujours le déterminant. Et là on peut faire un tableau de signes avec la valeur 1 pour avoir 0 à moins 2x moins 2, parce que c'est la valeur qui l'annule, et en dessous le dénominateur, qui fait qu'en 1, avant on a moins, et avant on a plus, et à 1 on a 0, parce qu'elle n'existe pas cette fonction là. Comme ça on peut savoir vers où ça se tend. L'asymptote oblique. Remarque, s'il y a une asymptote horizontale en moins l'infini, ne peut pas y avoir d'asymptote oblique en moins l'infini, et pareil pour plus l'infini. S'il y a un degré de différence entre le dénominateur et le nominateur, alors il y a une asymptote horizontale. On peut toujours voir comme ça. Exemple, x carré moins 3x plus 7 sur x moins 2. Il y a un degré de différence. Donc pour la fraction rationnelle, par exemple, on a un exemple, c'est x carré moins 3x plus 7 sur x moins 2. On divise avec euclidienne, division euclidienne, x carré moins 3x plus 7 divisé par x moins 2, ça fait moins x carré moins 2x qui fait moins x, et bon bref, on a un reste de 5 et la réponse est x moins 1. Donc on peut réécrire toute cette fraction sur x moins 1 plus 5 et le 5 divisé par x moins 2. Le x moins 1, c'est l'équation de l'asymptote oblique. Ça fait que l'asymptote oblique égale x moins 1. Et après, avec le 5 sur x moins 2, on peut faire un tableau de signes. On met 5 au-dessus, x moins 2 en dessous. On sait que ça s'annule en 2. Donc en 2, il y a c'est impossible, ça n'existe pas. Avant, ça fait moins, parce que ça fait plus divisé par moins, ça donne moins. Et de l'autre, ça fait plus. Donc avant, on sait que AO, l'asymptote oblique, est en dessous de... Non, justement, la fonction est en dessous de l'asymptote oblique, parce qu'on parle toujours de la fonction. Alors que quand c'est plus, donc ça tend vers plus l'infini, c'est la fonction qui est au-dessus de l'asymptote oblique. Par contre, cette méthode ne fonctionne pas avec les fractions irrationnelles. C'est pour ça que pour les fractions irrationnelles, il faut d'abord calculer a. Donc la limite vers x vers plus l'infini. A vaut en fait f de x divisé par x. Et avec cette valeur-là, si elle est finie, parce que sinon vous n'aurez pas d'asymptote oblique, on calcule b qui est la limite vers x de plus ou moins l'infini, de f de x moins a de x. Donc ne pas oublier de faire a fois x. Et alors on obtient une asymptote oblique qui est égale que son équation est ax plus b. Et bien sûr, pour ça, il faut connaître les limites. Donc par exemple, pour une fonction polynomiale, donc c'est par exemple 3x carré plus 2x plus 1. Si la limite c'est x qui tend vers a,
alors souvent c'est la limite qui tend vers x vers a, ça fait f de a. Comparé par exemple si on a x qui tend vers l'infini, ça va souvent donner, ça donne quoi, l'infini moins l'infini, ce qui est indéterminé. Il faut alors prendre le terme de plus haut degré pour savoir. Si c'est une fonction rationnelle, donc par exemple x carré divisé par 3, c'est une fonction rationnelle. Si c'est la limite de x qui tend vers a, quand c'est c divisé par d pour la fonction, et que d est différent de 0, alors ça va donner c divisé par d, tout simplement. Si c est divisé par 0, et que c est différent de 0, attention, ça va donner l'infini. Donc il faut faire une étude du signe du dénominateur, comme ça on sait si avant c'est plus l'infini ou avant c'est moins l'infini. Par contre, si on a 0 sur 0, ça donne ça, alors c'est indéterminé. Il faut faire une factorisation et une simplification, donc faire la grille d'Horner. Par contre, quand c'est x qui tend vers l'infini, ça va donner l'infini sur l'infini, c'est indéterminé, et il faut faire le terme de plus haut degré. Pour une fonction irrationnelle, si x tend vers a, et que ça peut donner c sur d, si d est différent de 0, ça va donner encore une fois c sur d, comme pour la fonction rationnelle. Si c'est c divisé par 0, que c est différent de 0, ça va donner l'infini. Étude du signe du dénominateur, un peu comme pareil pour rationnel. Par contre, si ça donne 0 sur 0, c'est indéterminé, il ne faudra pas faire la même chose que le rationnel. Il faudra d'abord faire le binôme conjugué, puis une factorisation et une simplification grâce à la grille d'Horner. Fonction irrationnelle toujours, si x tend vers l'infini, ça peut donner l'infini moins l'infini, qui est indéterminé. Il faut faire un binôme conjugué, les termes de plus, et puis après les termes de plus haut degré. Par contre, si on obtient l'infini sur l'infini, il faut faire direct les termes de plus haut degré. D'ailleurs, pour l'infini moins l'infini, en faisant les binômes conjugués, on obtient une fraction qui va donner en fait l'infini sur l'infini. Et par contre, pour une fonction trigonométrique, on a quelques petites règles. Si la limite de x tend vers 0 de sinus x sur x, ça va donner 1. La limite de x qui tend vers 0 de 1 sur cosinus x, ça va donner 1. Et parce qu'on sait très bien que cosinus carré x plus sinus carré x, ça donne 1. Maintenant, nous allons passer aux dérivées. La dérivée d'une constante, c'est 0. La dérivée de x, c'est 1. La dérivée de x exposant n, c'est égal à n fois x exposant n-1. La dérivée de racine carrée de x, ça donne 1 sur 2 racine carrée de x, parce que d'ailleurs la racine carrée c'est x exposant 1/2. La dérivée de sinus x, c'est cosinus x. La dérivée de cosinus x, c'est moins sinus x. La dérivée de tangente x, c'est 1 sur cosinus carré x, ou 1 plus tangente carré x. La dérivée de f de x plus g de x, ça fait la dérivée de f de x plus la dérivée de g de x. La dérivée de f de x fois g de x, ça donne la dérivée de f de x fois g de x plus la dérivée de g de x fois f de x. La dérivée d'une constante fois f de x, ça donne la constante fois la dérivée de f de x. La dérivée de f de x sur g de x, ça donne la dérivée de f de x fois g de x moins la dérivée de g de x fois f de x sur g carré de x. La dérivée de c d'une constante sur g de x, ça va donner moins c fois la dérivée de g de x sur g carré. La dérivée de 1 sur g de x, ça va donner moins la dérivée de g de x sur g carré x. La dérivée d'une racine carrée de f de x. D'ailleurs, souvent on pourra remarquer que pour les dérivées de f de x, c'est à chaque fois fois f de x, fois la dérivée de f de x. C'est égal à la dérivée de f de x sur 2 racine carrée de f de x. La dérivée de g rond f de x, ça donne la dérivée
de g rond f de x fois la dérivée de f de x. La dérivée de f exposant n de x, ça donne n fois f exposant n-1 de x fois la dérivée de f de x. La dérivée de sinus de f de x, ça donne cosinus de f de x fois f la dérivée de f de x. La dérivée de cosinus f de x, c'est égal à moins sinus f de x fois la dérivée de f de x. La tangente de f de x, c'est soit la dérivée de f de x sur cosinus carré f de x, ou 1 plus tangente carré f de x fois la dérivée de f de x. Pour faire un problème d'optimisation, il faut plusieurs étapes. La première étape, c'est les choix des inconnus. La deuxième, c'est trouver les conditions d'existence. La troisième et quatrième, en fait, sont un peu entre parenthèses, c'est quand on obtient un choix des inconnus et qu'on en a plusieurs. C'est la fonction à optimiser à plusieurs variables, donc c'est la fonction quoi. Et les contraintes, c'est les liens entre les inconnus, entre x et y, ou peut-être même z. Puis après on passe à la cinquième étape, qui est la fonction à optimiser à une variable. Puis après on en fait la dérivée, où on fait le tableau de signes, ce qui donne une solution. Il faut toujours bien noter la solution. Pour la dérivée seconde, il faut bien savoir que la dérivée c'est la dérivée de la dérivée. Si on obtient un plus, ça va faire un smiley content un peu, pour savoir en fait de quel sens se tourne la fonction. Si on obtient 0, c'est un point d'inflexion. Et si on obtient moins, ça fait un smiley triste. RT6 c'est triste. Si on doit faire, parce qu'on a beaucoup d'exercices qui sont le sens de variation. Faut premièrement trouver les conditions d'existence. Deuxièmement, le domaine de la fonction. Troisièmement, les bornes. Quatrièmement, l'intersection avec l'axe des y. Cinquièmement, l'intersection avec l'axe des x. Sixièmement, la parité. 7, l'insymptote verticale. 8, l'insymptote horizontale. 9, l'insymptote oblique. 10, la dérivée première. 11, la dérivée seconde. Puis après, le tableau de variation. Puis après, on note les points particuliers et on en fait la représentation graphique. Maintenant, nous allons passer en trigonométrie. Il y a plein de formules. Par exemple, sinus carré A plus cosinus carré A égale 1. Tangente carré A plus 1 égale 1 sur cosinus carré A. 1 plus cotangente carré A égale 1 sur sinus carré A. Cosinus A moins B donne cos A cos B plus sinus A fois sinus B. Cosinus A plus B est égal à cosinus A fois cosinus B moins sinus A fois sinus B. Sinus A moins B, c'est égal à sinus A fois cosinus B moins sinus B fois cosinus A. Sinus A plus B est égal à sinus A fois cosinus B plus sinus B fois cosinus A. Tangente A plus B égale tangente A plus tangente B, le tout sur 1 moins tangente A fois tangente B. Tangente A moins B, c'est tangente A moins tangente B sur 1 plus tangente A tangente B. Sinus P plus sinus Q est égal à 2 sinus P plus Q sur 2 fois cosinus P moins Q sur 2. Sinus P moins sinus Q est égal à 2 sinus P moins Q sur 2. Cosinus P plus Q sur 2. Cosinus P plus cosinus Q est égal à 2 cosinus P plus Q sur 2. Cosinus P moins Q sur 2 et voilà. Cosinus P moins cosinus Q est égal à moins 2 sinus P plus Q sur 2 fois sinus P moins Q sur 2. Si maintenant sinus 2A est égal à 2 sinus A fois cosinus A. Cosinus 2A est égal à 2 cosinus carré A moins A. Tangente 2A est égal à 2 tangente A sur 1 moins tangente carré A. Cosinus 2A, où il y a plusieurs formules pour cosinus 2A, est égal à cosinus carré A moins sinus carré A. Cosinus 2A est égal à 1
moins 2 sinus carré A. Cosinus carré A est égal à 1 plus cosinus 2A sur 2. Sinus carré A est égal à 1 moins cosinus carré A sur 2. Sinus A cosinus B est égal à 1 demi fois sinus A plus B plus sinus A moins B. Cosinus A fois cosinus B est égal à 1 demi, le tout fois cosinus A plus B plus cosinus A moins B. Sinus A sinus fois sinus B est égal à moins 1 demi, le tout fois cosinus A plus B moins cosinus A moins B. Sinus A est égal à 2 tangentes de A demi sur 1 plus tangente carrée de A demi. Cosinus A, c'est égal à 1 moins tangente carrée de A demi sur 1 plus tangente carrée de A demi. Tangente A égale 2 tangente A demi sur 1 moins tangente carrée A demi. Maintenant, nous allons passer aux matrices. Il y a beaucoup moins de théorie et on voit que c'est plus de la pratique. Il faut savoir que pour qu'une matrice est faisable, il faut que, par exemple, si c'est la première matrice, c'est une 3-3, la deuxième une 3-3, c'est bon. Parce que le deuxième 3, c'est comme le premier 3 de la deuxième. Il faut que ce soit le même. Et pour savoir quelle matrice ça va donner, il faut prendre les deux premiers chiffres. Comme si c'était une 2-3 et l'autre une 3-2, ça fera une 2-2. Et là, vu que c'est une 3-3 et une 3-3, ça donne une 3-3. Pour savoir qu'est-ce que ça va donner, le chiffre, en fait, il faut faire, par exemple, si c'est en place 1, il faut faire la première colonne fois, non, la première ligne fois la première colonne. Donc la ligne de la première matrice fois la colonne de la deuxième matrice. Et en fait, il faut faire le premier nombre fois le deuxième, et il faut additionner tous les trucs. Remarque, la dérivée, la matrice A fois B n'est pas égale à la matrice B fois A. La transposée, c'est on inverse en fait les chiffres du centre. Par exemple, si c'est une matrice 5, 3, 1, moins 2, sa transposée c'est 5, 1, 3, moins 2. Le neutre, c'est 1, 0, 0, 1. Vous comprenez pour une matrice de 2. Alors que pour une matrice 3, 3, ça fera 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Qui fait qu'avec la matrice neutre, on peut faire fois une autre matrice, ça reste toujours la même matrice. Maintenant, nous allons passer au déterminant. Pour savoir un déterminant d'ordre 2, on peut tout simplement faire, par exemple pour une matrice qui fait 3 moins 1, 2, 0, on fait 3 fois 0 moins 2 fois moins 1, ce qui va donner 2. Comme ça, on a le déterminant. Par contre, pour une d'ordre 3, on a une méthode qui est assez simple. On rajoute les deux premières colonnes après et on multiplie les diagonales, on peut dire ça. Celles qui vont vers le bas, on fera plus, et celles qui remontent font moins. Vous voyez dans ma tête que c'est parlant. Pour savoir qu'un déterminant d'une matrice est nul, il y a différentes façons de voir qu'elle est nulle. Si tous les éléments de la matrice sont nuls, elle sera nulle. Si tous les éléments d'une rangée sont nuls, elle sera nulle. Deux rangées parallèles sont identiques, elle sera nulle. Deux rangées parallèles sont proportionnelles, elle sera nulle. Si deux rangées et la combinaison linéaire des rangées parallèles, ce sera aussi une matrice nulle. Pour résoudre la matrice de x fois la matrice de A égale B, il faudra faire la matrice de x fois la matrice de A fois la matrice de A moins 1 qui est égale, donc la matrice inverse, qui est égale à la matrice de B fois la matrice de A inverse, qui donnera la matrice de x qui est égale à la matrice de B fois la matrice de A moins 1. Pour savoir la matrice inverse, il faut déjà calculer l'adjoint de A.
Donc il faut faire les produits en croix de ceux qui sont pas bons. Par exemple, si votre chiffre est en ligne 1, colonne 1, il faudra prendre ceux qui sont pas le déterminant de ceux qui sont pas en ligne 1 et en ligne 2. Faire un déterminant d'ordre 2. Et les moins sont ceux de en, ce sera un peu une croix. Pas, non, justement, faire comme la croix de Jésus, quoi. Et là, vous aurez des moins, à part celui du centre. Et pour avoir la matrice inverse, on fera x1 sur le déterminant. Donc il faudra pas avoir un déterminant qui est égal à 0, sinon c'est impossible. Maintenant nous allons passer à la résolution des systèmes linéaires. Pour ça vous avez 3 équations. Le but ce sera de résoudre, d'isoler par exemple z, et comme ça on trouve différentes valeurs pour z, x et y. C'est la méthode de base qu'on faisait même quand on avait un système à 2 équations. Et par exemple si la solution c'est 2, moins 1, 3, donc x, y et z, la signification géométrique c'est que les 3 plans ont un seul point commun. Si vous avez un infini quelque part, ça fait qu'elle est simplement déterminée, et si vous avez 2 infinis, ça fait qu'elle est doublement indéterminée. Ce qui est quand même très rare d'avoir un doublement indéterminé. Pour la méthode de Gauss, vous avez vos 3 équations, et vous prenez en fait les nombres devant les x, les y et les z, et vous en faites un déterminant, une matrice. Et le but ce sera de trianguliser cette matrice, sachant qu'en faisant la triangulation, les réponses vont changer. Il faudra changer les réponses aussi. Et avec ça, vous obtenez aussi une réponse pour x, y et z. Parce que vous aurez un endroit, la troisième équation qui fera 0, 0, par exemple 4 égale 8. Vous aurez 4z égale 8. Donc vous aurez isolé une valeur. Par contre, si on utilise le système de Cramer, il faut que ce soit un déterminant non nul pour le système. Et ça fait qu'il faudra écrire d'une façon spéciale. Il faudra remettre comme un peu pour la méthode d'avant, les nombres devant les x et tout, fois x, y et z, une matrice 3, 1, qui est égale à vous donner les réponses. Et en fait là, il faudra résoudre l'équation, comme on a pu voir précédemment dans le chapitre des matrices. Pour la variante de Cramer, il faudra aussi résoudre, mais là en fait, on va calculer juste des déterminants. Faut que pareil, le système doit être non nul. On calcule le déterminant de la matrice A. Une fois qu'on a ça, et on espère qu'elle est non nulle bien sûr, il faut calculer le déterminant de AX. Donc les valeurs de réponse, donc ce qui était devenu la matrice B, on les met dans la première colonne qui est représentée en fait par X. Et on calcule ce déterminant là. Puis après, pour calculer X, on fait le déterminant de AX sur le déterminant de A. Et ça donnera une valeur qui est en fait X. Pareil pour Y, on change la deuxième colonne. Z, on change la troisième colonne. On fait à chaque fois le déterminant de A, X ou Z, Y, sur le déterminant de A. La discussion des solutions d'un système, en fait, il s'agit de donner des réponses au système avec une inconnue ou plus. Exemple, AX plus Y plus Z égale 1, X plus AY plus Z égale 1, X plus Y plus A, Z égale A. Vous voyez, on a rajouté des A. Et comme ça, on donne des réponses avec des A-1, etc. On discute un peu, c'est un peu ça pour ça, ce numéro. Et voici maintenant notre dernier chapitre, qui est la géométrie dans l'espace. Le plan médiateur d'un segment, c'est ce qu'on va voir, c'est ce que on a vu pour l'instant. Le plan médiateur du segment AB est le plan perpendiculaire à AB passant par le milieu du segment et le lieu géométrique des points à même distance de A et de B. Pour savoir ça en fait, le plan médiateur, on fait une droite B et une droite A. On prend un point P sur la droite B. Par P, on trace une parallèle à A. Parce que B et A sont totalement gauches. Puis après, on découvre pi
le pan contenant A et A' et B, A' que l'on venait de dessiner. Par P, on trace la perpendiculaire d'A et du plan Pi, donc une droite qui va passer perpendiculairement à A. Et soit on fait soit ρ, le plan contenant B et D. D était la droite que l'on venait de tracer. Et soit Q sera le point d'intersection entre A et ce plan ρ. La justification, c'est que, en fait, elles deviennent orthogonales. Parce que D' est perpendiculaire à B, D est parallèle à D', donc D est orthogonal à B. Or, B et A sont dans le même plan de ρ. Donc A sera perpendiculaire à D.